Pour ce débat-là, le gouvernement ne semble pas vouloir reculer. Pour vous, la goutte d'eau, ce serait l'adoption par des couples homosexuels? C'est pas, non, c'est pas la goutte d'eau. C'est que si vous voulez, le fond de la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un mariage? Un mariage, c'est un mot qui veut dire un rempart pour permettre au lieu le plus fragile de la société, c'est-à-dire une femme qui donne la vie à un enfant, que toutes les conditions soient établies pour que ça se passe dans les meilleures, dans la meilleure possibilité. Vous voyez. Donc après, ça a des quantités de conséquences, mais qui sont innombrables, parce qu'après ils vont vouloir faire des couples à 3 ou à 4. Après, un jour peut-être, je sais pas quoi, l'interdiction de l'inceste tombera. Enfin, si vous voulez, à partir du moment où il y a quelques repères qui sont majeurs et fondamentaux. Rupture de société, vous. Oui, oui, c'est une rupture de société, mais je pense que tout le monde en est conscient. C'est-à-dire, on sait très bien le nombre de demandes qui vont être incroyables et qui vont arriver aussitôt après. D'ailleurs, on les voit déjà se faire jour. Eh bien, faites attention, c'est un grand trouble qui va être introduit dans la société. Et sous prétexte de donner un droit à quelques-uns, vous allez déséquilibrer des quantités de choses et ça va avoir des répercussions considérables sur la vie de tous et peut-être premièrement sur la vie des enfants. Jamais, jamais. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 17 ans que je suis évêque. 2 fois j'ai eu une dénonciation d'actes, il y avait 8 ans auparavant, d'actes contemporains, et immédiatement j'ai suspendu le prêtre. Le Premier ministre, il me demande de prendre mes responsabilités, et je lui promets que je les prends. Je pense qu'il sait ce qu'il dit, que lui, il connaît mieux que moi les lois de la République, donc je suis sûr qu'il respecte la présomption d'innocence, et je tiens à l'assurer qu'il a raison. Et de fait, je prends mes responsabilités. D'ailleurs, il me semble que dans ce que je viens de dire, je le prouve. Voyez, il y a quelque chose, c'était réglé, voilà comment ça s'est passé, on s'est peut-être trompé. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour la suite? Donc là, par exemple, je demande qu'il n'exerce pas son ministère dans le moment qui vient, jusqu'à ce que la justice se fasse. Mais évidemment, le principe de précaution consistera à dire tu risques un jour de faire quelque chose de mal, donc je t'interdis de faire quoi que ce soit. Il ne reste plus personne. Au son des cloches et des canons, Monseigneur Barbarin bénit Lyon et le million de fidèles que compterait le diocèse. Face au silence du cardinal sur la pédophilie, il y a la parole des victimes. Pour l'entendre, il faut descendre dans la ville. Dans ce foyer municipal, c'est la première fois que les membres de la Parole libérée se réunissent. La Parole libérée, une association créée il y a 1 an par les victimes du père Prénat et leurs familles. À la tête de l'organisation, 3 hommes. François Deveau, chef d'entreprise. Bertrand Virieux, cardiologue. Et Alexandre Dussault, analyste financier. Ils accusent le père Prénat de les avoir abusés quand ils étaient enfants. Meurtris par un prêtre et blessés par l'institution, ces catholiques ne pardonnent pas au cardinal Barbarin son inaction, son silence. La pédophilie, sur Terre, en général, chaque être humain est capable de dire que c'est abject. Sauf dans cette institution, finalement, où on se rend compte que y a un déni, on se rend compte que c'est pas un péché, on se rend compte qu'on cache, on dissimule, etc. Donc, il y a quand même une nécessité, selon nous, quand on est face à une immoralité aussi forte que celle-ci, des enfants de 10 ans qui se font violer par des adultes, il nous semble évident que quand un très haut responsable hiérarchique est au courant de ces choses-là, il a l'obligation de dénoncer.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission L'Autre Direct. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Martinière, dont les fidèles de Lyon Capitale connaissent bien la signature, pour la sortie du livre Église, la mécanique du silence, paru chez Jean-Claude Lattès ce mercredi. Bonjour Mathieu Martinière. Bonjour. Vous êtes le co-auteur avec Daphné Gastaldi et Mathieu Péris de cette enquête d'1 an au cœur des scandales de pédophilie dans l'Église catholique. Dans une série d'articles publiés sur Mediapart, vous évoquez notamment l'attitude du cardinal Barbarin dans les affaires lyonnaises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Alors là, on a fait un an d'enquête autour des histoires d'abus sexuels dans l'Église. Et aujourd'hui, en fait, après un an d'enquête, on dit régulièrement que l'affaire Prena n'était que la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on a voulu sortir aussi de cette affaire, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres affaires dans le diocèse de Lyon. Et aujourd'hui, on peut révéler qu'il y a 5 cas couverts par le cardinal Barbarin. C'est vrai qu'il y a eu je pense que c'était au printemps, l'été dernier, il y a eu des gros buzz autour de pas mal de prêtres, mais il y avait pas mal de confusion, il y avait des prêtres qui avaient été condamnés, et puis qui avaient été laissés en poste, il y avait de la pédophilie, il y avait des abus sexuels sur adultes, et tous les médias ont sorti les affaires de la même façon. On a voulu vraiment se centrer sur les affaires couvertes par le cardinal Barbarin, c'est-à-dire qu'en gros, il aurait été informé de faits d'abus sexuels, mais il n'en a pas informé la justice. Et pourtant, aujourd'hui, il n'est pas mis en cause par la justice. L'enquête préliminaire qui le visait dans le cadre de l'affaire Prena a été classée sans suite à l'été. Donc voilà, aujourd'hui, on voit que finalement, il passe à travers les mailles de la justice. Alors nous, ce qu'on dit pour revenir là-dessus, c'est qu'il y a 5 affaires couvertes par le cardinal Barbarin. Il y a 3 autres affaires on dit que c'est des négligences. On en révèle 2 nouvelles de prêtres qui ont été condamnés mais laissés en poste auprès d'enfants. Donc il y a 8 affaires où le cardinal Barbarin a été négligent. On parle de négligence, on parle de couverture, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il n'est pas poursuivi par la justice, notamment pour des causes de prescription, parce que la prescription sur la non-dénonciation est de 3 ans. Ce qui fait qu'il est sauvé à chaque fois par l'expression. Donc là, il y a un vrai débat à avoir autour de ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le cardinal Barbarin a souvent parlé de cette date de 2007, qu'il était au courant depuis 2007, parce qu'il savait très bien que ça reposait sous le coup de la prescription. Dans votre enquête, on voit que les prêtres qui sont mis en cause sont souvent mutés dans des paroisses à la campagne pour le cas du père Prena, voire à l'étranger, et qu'il y a vraiment une stratégie d'exfiltration méthodique. C'est ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur... En fait, c'est ce qu'on a appelé la mécanique du silence, c'est-à-dire qu'on a moins voulu pointer les prêtres, qu'on a rencontrés souvent dans le livre. On interviewe pas mal de prêtres pédophiles, on en fait même un portrait. On se rend compte qu'eux-mêmes, c'est choquant ce que je veux dire, mais c'est souvent des victimes. Ils ont alerté leurs supérieurs quand ils étaient au séminaire, et les supérieurs les ont laissés en poste. Donc ce qu'on a voulu pointer, c'est vraiment la responsabilité de l'institution, des évêques, parce que souvent les premières critiques qu'on nous donnait, c'était pourquoi vous inquiétez pas dans l'éducation nationale, dans la famille. Moi je répondais, mais oui, il faut enquêter dans l'éducation nationale de la famille, c'est juste qu'on n'a pas... c'est une enquête encore à part, c'est chaque chose en son temps. Les erreurs des uns n'excusent pas les manquements de l'Église. Mais ce qu'on disait aussi, c'est qu'il y a des choses qui sont spécifiques à l'Église. Et on voyait à chaque fois, un petit peu comme dans Spotlight, ce qui s'est passé aux États-Unis, mais beaucoup moins de manière méthodique et systémique, une mécanique. Donc il y avait des motifs récurrents d'exfiltration qui étaient des congés maladie, je vais aller voir un parent malade, congés sabbatiques, ça revenait souvent. En gros, la méthode, elle était simple, c'était dès qu'un évêque était informé d'abus sexuels, on le déplaçait. Il allait faire pénitence quelques mois à la campagne ou à l'étranger, il revenait, mais on le mettait dans un autre diocèse, et ça revenait régulièrement. On s'est même rendu compte que j'ai interviewé un historien qui m'a dit que ça se passait déjà comme ça au Moyen-Âge. D'accord. Donc depuis 1000 ans, ils font la même chose, quoi. Et parfois jusqu'en Afrique. Et parfois souvent en Afrique et en Amérique latine, dans les pays, tu sais, les pays de missionnaires, les pays en voie de développement. Et puis souvent des terres où la colonisation française était importante. Donc on a retrouvé des exfiltrations en Guinée, au Cameroun, et puis ça allait dans les deux sens. On a même un cas, on le détaille dans des articles sur Mediapart et dans le livre, d'un aller-retour. Il y avait un prêtre qui était envoyé de Lyon à Conakry, et un prêtre qui était envoyé de Conakry à Lyon. Donc c'était même dans les deux sens, quoi. D'accord.
vous parliez du Moyen-Âge, on se dit qu'en 2017 les choses ont pu évoluer. On parle souvent des années 2000 comme un tournant dans l'Église sur ces affaires de pédophilie. Et en fait, vous, dans votre enquête, vous prouvez que pas tellement, en fait, ça tient pas face aux faits, ce discours. Alors, ce qu'on révèle en fait dans notre livre et qu'on a révélé cette semaine, c'est qu'en gros 25 évêques ont couvert 32 cas, 32 auteurs d'agressions sexuelles qui auraient fait 339 victimes. Et sur ces 32 affaires, la moitié, 16 pour être précis, concernent des faits qui sont survenus après 2000. Donc ce que dit l'Église de France, c'était la défense, on a entendu ça toute l'année, c'était vous êtes bien gentil avec votre enquête, mais l'affaire Prena, tout ce que vous révélez cette année, c'était des cas anciens en fait, il y a prescription aujourd'hui quoi. Et puis ça peut pas se passer en France comme ça s'est passé aux États-Unis, puisqu'il y a la séparation de l'Église et de l'État, c'est pas du tout les mêmes problématiques. En fait, on a juste pas voulu les croire sur parole, on a fait notre propre enquête de données, et on s'est rendu compte que la moitié des cas c'était après 2000. Et en fait, depuis 2002, on a pris 2000 parce qu'en 2000, il y a eu une grosse affaire autour de Piquant, qui était le premier évêque qui a été condamné pour non-dénonciation. Et en 2002, il y a eu des règles internes à l'Église, un livret qui les oblige à dénoncer tout fait d'abus sexuel à la justice. Donc on a voulu montrer qu'en plus, ils contrevenaient à la loi. D'accord. Okay. Merci Mathieu Martinière, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une autre émission, l'Autre Direct. Eh bien, faites attention, c'est un grand trouble qui va être introduit dans la société. Et sous prétexte de donner un droit à quelques-uns, vous allez déséquilibrer des quantités de choses et ça va avoir des répercussions considérables sur la vie de tous et peut-être premièrement sur la vie des enfants.